roi de France aujourd'hui? En France, le roi est désigné par la loi, ou loi fondamentale de royaume, qui préserve notre pays de la division et permet l'unité de la paix, condition indispensable du bien commun. Les lois de dévolution de la couronne de France sont limpides. Le successeur est l'aîné par voie mâle. Or, l'aîné de la famille royale de France est actuellement le duc d'Anjou, chef de la maison de Bourbon, plus connu sous le nom de Louis XX. Personne, ni lui, ni nous, n'a choisi l'attribution de cette lourde charge, mais parce qu'il en est investi par la loi et pour le bien de tous, il est à ce titre le garant de l'état de justice contre tous les arbitraires et les lobbies partisans, financiers ou idéologiques. En France, il ne peut donc y avoir de prétendant, il y a un successeur, Louis XX, qui ne prétend à rien parce qu'il est saisi par la loi. Aussi, la branche cadette d'Orléans a beau en appeler jusqu'aux tribunaux de la République pour tenter d'appuyer ses prétentions, elle se heurte toujours au mur du droit. Les gesticulations orléanistes seraient presque risibles si elles n'affaiblissaient notre pays en brouillant trop d'esprits non avertis. Grand 1, préalable de Vive le roi net. Le texte suivant est la seconde partie de la brochure « Loi fondamentale et succession de France », diffusion Université Culture, Paris, cahier numéro 3, 1904-24, page 31-46. Nous le publions avec l'autorisation de l'éditeur et des auteurs. Frédéric Bluch, maître de conférence à l'Université Paris 2, Jean Barbet, professeur à l'Université du Mans et académicien, et Stéphane Rials, professeur agrégé de l'Université Paris 2. Première partie, la constitution de la France monarchique. Seconde partie, qui est le roi de France aujourd'hui? Grand 2, l'explosion du légitimisme après la mort d'Henri V en 1883. À la mort de Henri V, le 24 août 1883, 4 partis s'offraient aux royalistes fidèles, à ceux que l'on appelait légitimistes depuis l'usurpation de 1830. 2.1. Le parti de la fusion avec les orléanistes. Un certain nombre d'entre eux réalisa une fusion que d'aucuns projetèrent de longue date. Il s'agissait, après la mort du comte de Chambord, dernier rejeton de la branche aînée, de considérer que la branche d'Orléans était immédiatement successible et de se rallier à son chef, le comte de Paris, petit-fils de Louis-Philippe. Compromis dynastique, puisqu'elle faisait fi de la nouvelle aînesse des Bourbons-Anjou, voire le tableau de la succession, cette démarche revêtait aussi des allures de compromis historiques. Bien que les positions du nouveau Philippe VII n'aient pas toujours été très claires, hésitant entre l'adhésion au régime représentatif et les séductions passagères des techniques plébiscitaires, il ne faisait pas de doute que l'acceptation par des monarchistes intransigeants du drapeau tricolore était lourde de signification, elle les préparait au futur combat, fort peu traditionnel, du nationalisme. La déchirure de la tunique sans couture de la tradition était la brèche par laquelle la pédagogie positiviste de la monarchie démontrée allait pouvoir s'engouffrer. 2.2. Le parti du ralliement à la République et autres conservateurs. D'autres royalistes, pensant que toute espérance politique était morte avec l'enfant du miracle, un miracle sans suite naturelle, au moins politiquement perceptible, devancèrent les vœux de Rome en s'acheminant à petits pas vers le ralliement. Silence cyclique. Au milieu des sollicitudes de Léon XIII, ne devait théoriser celui-ci qu'en 1892, Monseigneur Xaki, nonce à Paris, en avait jeté les premiers fondements dès 1879. Certains, parcourant 50 ans après Lamennais le même itinéraire tourmenté, vont très vite transporter leur conception organiciste et anti-individualiste dans le camp de la démocratie, contribuant à doter la nouvelle démocratie chrétienne de certains de ses traits les moins libéraux. D'autres, au premier rang desquels un Albert de Mun, vont, depuis le relatif succès des conservateurs en 1885 jusqu'à l'affaire Dreyfus, en passant par le trouble épisode boulangiste, s'agréger à la mouvance conservatrice, abandonnant le combat royaliste sans pour autant devenir républicain. 2.3. Le parti survivantiste, légitimistique ou apparitionniste. Une poignée de fidèles ensevelit son désespoir dans le survivantisme, la quête de la descendance de Louis XVII
et le rêve millénariste du retour du grand monarque. Cette mouvance légitimistique n'a pas disparu aujourd'hui. Si son attention se porte plus volontiers sur Fatima que sur la Salette, elle paraît étonnamment inchangée, entremêlant le plus certain du message de l'Église et le plus douteux de la prose d'exégètes aventureux et hétérodoxes. Si elle a pu jeter des éclats fulgurants à la fin du siècle dernier, que l'on songe à Léon Bloy, elle s'étiole dorénavant dans l'incantation répétitive. De toute façon, le point de droit importe peu à des esprits qui n'accordent nulle autonomie, même relative, provisoire et conditionnelle, au jeu des instances naturelles et qui jugent la coutume bien humaine, trop humaine. 2.4. Les légitimistes fidèles au droit traditionnel. Il n'y eut, en fin de compte, qu'une assez étroite phalange de légitimistes pour faire en 1883 le choix qu'imposait le droit traditionnel, quel que fût le caractère impolitique de ce choix, reporter sa fidélité sur les Bourbons-Anjou. Dans l'entourage de Henri V, Joseph Dubourg et Maurice d'Andigné sont de ceux-là. Quelques feuilles suivent ou sont créées, des congrès ont lieu périodiquement, mais les princes carlistes, peu capables ou sollicités prioritairement par leurs tragiques luttes espagnoles, ne s'intéressent guère à ce combat marginal, même s'ils rappellent à plusieurs reprises leurs droits imprescriptibles. Grand 3. Renaissance de la tradition légitimiste. 3.1. Traversée du désert et effort de rationalisation. L'absence de réflexion juridique sérieuse favorise les schismes. Ainsi, lorsque le général François-Henri de Bourbon-Séville se pose en prétendant au motif que Don Carlos a renoncé à la France et que la branche cadette règne déjà sur l'Espagne. Ce n'est qu'au début du XXe siècle qu'une série de thèses universitaires, Watrin, Lapeyriere, Bourbon-Parme, tranche avec clarté dans le magma informe et inégal des argumentations contradictoires. L'intérêt pour la France de Jacques, duc d'Anjou et de Madrid, contribue à ce renouveau en dépit de la rapide croissance de la jeune action française. Mais les suites seront modestes, quelques revues, parfois érudites ou talentueuses, quelques petits groupes de courtisans de l'impossible, des Hous, vont simplement maintenir le souvenir de cette tradition nationale. À l'époque la plus récente, pourtant, les crises de l'action française, les prises de position parfois originales du second comte de Paris, l'élargissement du goût pour l'histoire et un vif intérêt du public, imprévisible il y a encore quelques années, pour plusieurs sciences auxiliaires traditionnelles, généalogie, héraldique, ont contribué à rendre au débat dynastique une certaine actualité. Il est probable que le déclin de plus en plus manifeste des chances d'une restauration monarchique a fait beaucoup pour dépassionner cette question et donner un tour plus serein, plus intellectuel, moins politique, à la réflexion historique. 3.2. 1983. Le renouveau légitimiste. En 1983, le centenaire de la mort du comte de Chambord a trouvé un écho dans la grande presse. À l'automne de la même année, le grand monde parisien a été secoué par l'admission du duc d'Anjou et de Cadix dans l'illustre société des Cincinnati au titre de plus proches parents de Louis XVI. Cet événement mondain a donné lieu à des échanges de communiqués peu amènes entre le secrétariat du comte de Paris et celui du duc d'Anjou, étendant encore un peu l'audience de la controverse. Grand 4. La force du droit et l'indigence de l'argumentaire orléaniste. La gêne de la presse orléaniste dans ses diverses composantes politiques, aspect de la France notamment, ou mondaine, point de vue image du monde, est sensible en cette affaire. Malgré la modestie des instruments dont disposent les tenants du droit traditionnel, leur argumentation, difficilement réfutable, emporte la conviction de ceux qui, ne se sentant pas prisonniers de fidélité ou de rancunes anciennes, et jugeant le point de droit disputé plus culturel que politique au sens immédiat du terme, examinent la querelle dynastique avec sérénité. Du point de vue juridique, la question de l'état actuel de la succession de France n'est pas obscure. Le roi de droit, saisi par la coutume, investi par l'antique loi statutaire, ne peut être que l'aîné des Bourbons, le duc d'Anjou et de Cadix. Cette désignation, platonique il est vrai, n'est nullement entravée par les 4 objections qui sont parfois soulevées, mais qui ne sont d'aucune valeur en droit royal français. Les renonciations d'Utrecht, le vice de pérégrinité, le mariage morganatique et
La modification de la coutume. Grand 5. Examen de l'argument orléaniste sur les renonciations d'Utrecht. 5.1. Le contexte des renonciations d'Utrecht de Philippe V Cœur, roi d'Espagne, et petit-fils de Louis XIV. En 1700, le duc d'Anjou, petit-fils de Louis XIV, devint roi d'Espagne sous le nom de Philippe V. Cette élévation qui troublait l'équilibre européen suscita une longue guerre, conduite au premier chef par l'Angleterre, et qui s'acheva par les traités d'Utrecht, de Rastatt et de Bade, reconnaissant la royauté espagnole de Philippe à la condition qu'il renonçât pour lui et pour ses descendants à ses droits sur la couronne de France. L'opération fut, en vérité, complexe. Philippe V renonça en novembre 1712 devant les Cortés, qui enregistrèrent l'acte. Louis XIV dut donner des lettres patentes, enregistrées par le Parlement en mars 1713, mais il refusa une ratification par les États généraux, que souhaitait vivement l'Angleterre, mais qui, au demeurant, n'aurait eu aucune portée constitutionnelle, car la possibilité de modifier la coutume n'appartenait, dans l'ancien droit, à aucune autorité quelle qu'elle fût. 5.2. De l'invalidité de ces renonciations selon le droit. La paix fut signée à Utrecht le 11 avril 1713. Louis XIV et son petit-fils avaient toutefois fait observer qu'une telle renonciation était dépourvue de la moindre valeur. La violence viciait des consentements arrachés par une guerre cruelle, et surtout, Philippe V n'avait pas plus la capacité de renoncer à la couronne que Louis XIV, celle d'en exclure sa descendance. Dans le cadre de la coutume statutaire, la monarchie française est successive et non héréditaire. La couronne est indisponible. Le roi est désigné par la loi de succession et non propriétaire du trône. Il ne peut pas plus renoncer qu'abdiquer. 5.3. De l'impossibilité pour un père d'exhéréder son fils de quelque chose qui ne lui appartient pas. N'ayant qu'une compétence, virtuelle et indépendante de toute volonté humaine, Philippe V ne pouvait renoncer pour lui-même, a fortiori pour ses successeurs. Sans doute n'était-il héritier légitime qu'en tant que collatéral, après le futur Louis XV, mais la coutume, on l'a dit plus haut, ne l'en considérait pas moins comme un successeur direct, le primogenitus en puissance, l'obliger à renoncer équivalait à l'exhérédation du fils aîné du roi. On pourrait tout au plus attribuer au serment de Philippe une portée morale et strictement individuelle, encore le pape l'en délia-t-il et le roi d'Espagne s'apprêta-t-il plusieurs fois, lorsque circulèrent des bruits de maladie de Louis XV, à regagner Paris pour y faire valoir ses droits. 5.4. Le Parlement de Paris n'a pas compétence pour enregistrer des renonciations contraires aux lois fondamentales du royaume. L'enregistrement par le Parlement, qui en lui-même n'a guère de valeur car nos parlements d'ancien régime, qui enregistrèrent tout et n'importe quoi, ne jouissaient pas du pouvoir constituant ni même législatif. Cet enregistrement n'alla pas sans difficulté révélatrice. Le chancelier Pontchartrain et le procureur général d'Aguesseau refusèrent d'assister à la séance. Le premier président de Mesmes déclara qu'il avait cru que le devoir de sa charge l'obligeait de prendre la liberté de représenter à Sa Majesté qu'une telle renonciation était absolument opposée aux lois fondamentales de l'État. Le sentiment de Louis-Philippe, prince d'Orléans, lui-même était identique. Lorsqu'il maria son dernier fils, le duc de Montpensier, à la sœur cadette d'Isabelle II de Bourbon, reine d'Espagne, il considéra que la renonciation faite à la couronne d'Espagne à l'occasion du traité d'Utrecht par son aïeul le duc d'Orléans, pour lui et sa descendance, n'avait aucune valeur et que le cas échéant, si Isabelle mourait sans postérité, Antoine de Montpensier et son épouse pourraient valablement monter sur le trône. 5.5. L'argument de la supériorité du droit international sur le droit national. Certains pourraient cependant être tentés de croire que, pour être contraire à la constitution du royaume, le traité d'Utrecht n'en était pas moins valide. Des orléanistes contemporains argumentent en ce sens. Il y a quelques paradoxes pour d'ardents défenseurs de la loi de nationalité à invoquer un traité international pour violenter la coutume nationale française, mais il faut répondre au fond et ne pas s'en tenir à cet étonnement ironique.
En droit contemporain, il est généralement admis que le droit international a une valeur supérieure à celle du droit interne. Mais il est non moins admis que de ce droit interne, il faut accepter la constitution de l'État, le traité prévaut sur la loi et sur les normes inférieures, non sur la loi fondamentale de l'État. Il n'y a rien là que de très normal, car on imagine mal que le pouvoir de faire des traités devienne un pouvoir constituant indirect au mépris des procédures de révision constitutionnelle prévues. En droit français actuel, la ratification d'un traité contraire à la Constitution passe par la révision préalable de celle-ci. On est donc renvoyé à la question de savoir si Louis XIV et le Parlement ont pu réviser les lois fondamentales en 1713, question à laquelle toute réponse, on l'a déjà dit, ne peut être que négative. Le roi en Parlement, cela s'est vérifié dans l'affaire contemporaine de la légitimation des bâtards du grand roi, n'avait pas le pouvoir constituant dans l'ancienne France. Ajoutons que cette question, comme sa solution, n'était pas nouvelle au début du XVIIIe siècle. Déjà, un traité avait échoué à modifier la coutume, le traité de Troyes de 1420, qui n'avait pas empêché le dauphin Charles de devenir le plus légitimement du monde, le roi Charles VII. 5.6. Un traité n'est valide que si toutes ses clauses sont appliquées et s'il n'est pas abrogé par un autre. Si l'on veut à tout prix faire sa place au droit international, il ne faut pas oublier que dans les strictes perspectives de celui-ci, un traité ne demeure valide que s'il y a réciprocité. En l'espèce, toutes les parties au traité d'Utrecht ont été à nouveau en guerre par la suite et ces dispositions toutes violées ou presque. Garnier-Pagès le notait avec humour en 1847. Comment parler du traité d'Utrecht? Mais alors, il faut combler le port de Dunkerque. En vérité, il n'y a qu'une clause du traité de 1713 dont on pourrait soutenir qu'elle conserve sa validité et échappe à la caducité de l'ensemble. Il s'agit d'ailleurs de la clause déterminante. L'article 6 du traité, interdisant la réunion sur une même tête des couronnes de France et d'Espagne, a été plusieurs fois confirmé dans des traités ultérieurs et en dernière analyse à Vienne en 1815. Philippe V, lorsqu'il songeait à régner en France, comptait d'ailleurs le respecter et laisser à Madrid un cadet parmi ses descendants. L'obstacle des renonciations n'a jamais existé. C'est d'ailleurs aujourd'hui moins celui-ci que l'existence d'un prétendu vice de pérégrinité qu'invoquent les détracteurs des droits historiques des Bourbons-Anjou. Grand 6. Examen de l'argument orléaniste sur le vice de pérégrinité. 6.1. Les orléanistes en appellent à l'idéologie nationaliste contre le droit de l'ancienne France. Le caractère espagnol des Anjou, lit-on ici ou là, les exclurait automatiquement de la succession de France. M. Guy Auger a démontré le caractère anachronique et extérieur à la tradition royale française d'une telle règle de nationalité, manifestement post-jacobine. L'ancien droit n'admettait qu'un principe de sanguinité, ce qu'attestent, pour ne retenir que les exemples les plus récents, les précédents de François II, roi d'Écosse, de Henri III, roi de Pologne et surtout de Henri IV, roi de Navarre à la seconde génération. D'ailleurs, les renonciations d'Utrecht démontrent à elles seules qu'on ne croyait pas, dans l'Europe pré-nationalitaire du XVIIIe siècle, au vice de pérégrinité. L'idée que la coutume statutaire aurait eu pour vocation, lors de sa précision au XIVe siècle, d'exclure les étrangers par préoccupation d'indépendance nationale est erronée. À une époque où l'on pensait que le fils était la reproduction du père et où l'on ignorait les mécanismes de la génération, il s'agissait bien d'écarter des étrangers de la succession, mais des étrangers au sang de France, sang transmis par les seuls mâles. D'ailleurs, les Plantagenets n'étaient pas des étrangers au sens moderne du terme, ils étaient des francophones accomplis. Bref, on ne voit guère comment un passeport républicain pourrait modifier l'immémoriale coutume du royaume. Sur tous ces points, les sentiments des rois de France, des diverses autorités et des publicistes étaient unanimes avant 1789. Les premiers les manifestèrent toujours en attribuant automatiquement le Saint-Esprit aux enfants d'Espagne comme aux enfants de France ou en affirmant, par le pacte de famille de 1761, l'unité de l'auguste maison de France à travers toutes ses branches. Au couchant de la monarchie,
En 1789, Louis XVI, qui n'avait pas perdu toute notion de droit traditionnel, se confia à son cousin Charles IV d'Espagne comme chef de la seconde branche. L'autorité, certes fragile, du Parlement de Paris ne s'exerça pas dans le sens souvent invoqué. Les détracteurs des droits des Anjou citent parfois le célèbre arrêt Lemestre 28 juin 1593. Celui-ci ordonne que remontrances seront faites, à ce qu'aucun traité ne se fasse transférer la couronne en la main de princes ou princesses étrangers, déclare tous traités faits, ou à faire ci-après pour l'établissement de princes ou princesses étrangers nuls et de nul effet et valeur, comme fait au préjudice de la loi salique et autres lois fondamentales de l'État. Passons sur la piètre rédaction du document et sur le recours à la notion impropre, mais reçue alors, de loi salique. Il est patent, là est l'essentiel, qu'étranger signifiait étranger au sang de France. La preuve en est que cette décision du Parlement soutenait les droits de Henri de Navarre, non seulement contre certains étrangers au sens moderne, mais contre quelques parfaits Français, étrangers au sang de France, tels le duc de Mayenne, chef de la Ligue. Quant aux publicistes en renom, ils ne varièrent jamais sous l'Ancien Régime. Une seule exception, le père Poisson, mais l'homme était appointé par les Orléans dont il essayait d'établir les prétentions. La Constituante elle-même, après une riche discussion en septembre 1789, devait disposer dans le titre 3 de la Constitution de 1791 « Rien n'est préjugé sur l'effet des renonciations dans la race actuellement régnante, sans mentionner le point de la nationalité. » C'est seulement au XIXe siècle, et pour cause, qu'il y aura, selon l'expression de Guy Auger, estompage du droit traditionnel. Cela n'empêcha pas Louis XVIII, notamment lors de l'expédition d'Espagne de 1823, la duchesse de Berry ou de talentueux publicistes comme Michaud, Revelière, Lourdouet, Carrière, Coquille et tant d'autres, de préserver en gros les positions de la Constitution immémoriale. 6.2 L'argument orléaniste des sentiments d'Henri V, comte de Chambord. Les sentiments du comte de Chambord, souvent invoqués par les fusionnistes, outre le fait qu'ils ne pouvaient avoir la moindre incidence sur le point de droit, répétons-le, on n'est pas ici dans le cadre d'un héritage privé, n'étaient pas du tout ceux qu'on lui attribue trop souvent. En dépit de l'évident intérêt politique qu'il y aurait eu pour lui à parler en faveur des Orléans, il s'y refusa toujours obstinément. Certes, en prince chrétien, il pardonna aux hommes. Mais pour le reste, avec l'infinie réserve du titulaire d'un principe, il se contenta de rappeler qu'il y avait une règle de succession, qu'il faudrait l'appliquer après sa mort, et il invita les princes cadets à reprendre, ce sont ses propres termes, si mal interprétés parfois, leur rang dans la famille royale, sans aucune condition. Les soi-disant témoignages intéressés et politiques de certains cadets à reprendre des hommes qui avaient des oreilles pour ne pas entendre et auxquels Henri ne parlait pas vraiment, sont sans valeur. Ils sont infirmés par les aumôniers du prince, Monseigneur Curé et le père Boll, leur aurait-il menti, et par son exécuteur testamentaire, Huette du Pavillon, ou par des fidèles aussi proches que le général de Catelino, Joseph Dubourg et Maurice d'Andigné. Tous affirment qu'ils reconnaissaient les droits des Anjou. D'ailleurs, le comte de Chambord ne légua pas aux Orléans les archives royales et les croix des ordres qui parvinrent aux Anjou. À ses obsèques, ses neveux, les princes d'Espagne, prirent la tête du convoi. Sa veuve voulait ainsi faire respecter un vœu du défunt qui, selon l'heureuse formule de M. Hervé Pinoteau, était la démonstration que l'ordre dynastico-politique découlait de l'ordre familial. Ce fut l'aîné de tous les Bourbons, Don Juan, Jean III, prince bien contestable pourtant à titre personnel et dans une perspective traditionnaliste, qui conduisit le convoi à Goritz. Les Orléans furieux n'assistèrent pas à la cérémonie. Grand 7. Les objections secondaires des orléanistes. Le présent essai serait incomplet s'il ne tranchait pas 3 points soulevés parfois pour contester les droits des Anjou. 7.1 Les lettres patentes de Louis XIV confirmant le nouveau roi d'Espagne dans sa successibilité au trône de France. En décembre 1700, Louis XIV publia des lettres patentes conservant au nouveau roi d'Espagne, malgré son expatriation,
ses droits éventuels à la couronne de France. Est-ce à dire que le grand roi croyait que Philippe V pouvait les perdre? Outre le fait qu'une erreur de droit de sa part n'était pas de nature à modifier l'état du droit, il y a tout lieu de considérer qu'il n'y avait là, les juristes sont familiers de ce genre de technique, qu'un acte purement déclaratif. Guy Auger écrit plus politiquement des lettres de précaution disant le droit, mais ne le créant pas. 7.2. L'argument orléaniste de reconnaissance des Orléans comme prince de sang. Un deuxième argument a trait à la qualité de prince du sang. Celle-ci a été reconnue aux Orléans qui se sont même vus accorder le titre de premier prince du sang tant au XVIIIe siècle que sous la Restauration. Les Anjou, au contraire, ne furent jamais dits tels. 3 raisons permettent de n'accorder aucune portée dynastique à cet état de choses. En premier lieu, des rois, même de la Maison de France, ne pouvaient guère porter des titres de cour français. En second lieu, de tels titres ne relevaient en aucune façon des lois fondamentales. Ils étaient le fruit d'un simple acte de volonté du roi, d'une réglementation très accessoire de l'étiquette de la cour. Enfin, bien qu'en bonne logique ils eussent dû l'être, tous les successibles n'étaient pas princes du sang. Pour des raisons de bonne administration, c'est-à-dire pour éviter de geler trop d'emplois au profit des Capétiens ainsi consacrés, le roi évitait de les multiplier. 7.3. L'argument orléaniste de prescription. Un dernier argument ne saurait être éludé. Certains objectent que l'incontestable vérité du XVIIIe siècle n'a pu que s'effacer peu à peu selon le mécanisme de la prescription. De la fin du règne de Louis XIV à la mort de Henri V en 1883, la branche des Anjou se serait hispanisée. Or, admettre la prescription comme mode d'acquisition d'un droit, c'est le patrimonialiser. On ne peut prescrire des choses qui ne sont pas dans le commerce. La couronne est imprescriptible. Profonde vérité qui se trouve au cœur de la dévolution statutaire, mécanisme de droit public. La fragilité d'une telle construction se révèle assez par 3 de ses conséquences imaginables. Elle pourrait affecter le statut des princes exilés, et donc celui des Orléans eux-mêmes, jusqu'à une époque récente, de 1886 à 1950, ce qui est absurde. Elle n'interdirait pas à des descendants de Philippe V, ayant recouvré la nationalité française, il y en a, de redevenir successibles, après un certain délai, car ce que la prescription fait perdre, elle peut le restituer. Mais après quel délai? On se trouve plongé, on le voit, dans le désordre que la théorie statutaire s'est employée à bannir. Si l'on prend enfin la notion de prescription dans son sens le plus strict, acquisition d'un droit par possession ininterrompue ou perte d'un droit par non-exercice, comment ne pas voir que c'est la monarchie elle-même qui en France se trouve prescrite, et que dès lors il n'y a pas plus prescription acquisitive pour les Orléans que prescription instinctive pour les Anjou. Il faut donc se résoudre à établir une différence définitive, au regard du droit royal historique, entre le prince étranger au sang de France et le prince capétien expatrié qui contribue à porter au-delà des frontières le rayonnement d'une maison de France décidément unique. Tout le reste est anachronisme ou fantaisie de juristes amateurs. Grand 8. L'objection du mariage morganatique. Une nouvelle difficulté a surgi au XXe siècle. Le roi Alphonse XIII d'Espagne, devenu l'aîné des Bourbons à l'extinction de la branche carliste en 1936, avait 2 fils. Le plus jeune, Jean, comte de Barcelone, est le père de l'actuel roi d'Espagne, Juan Carlos Ier. L'aîné, Jacques-Henri, duc d'Anjou et de Ségovie, mort en 1975, légitime successible en France, épousa Emmanuel de Dampierre. De ce mariage est issu notamment l'actuel duc d'Anjou et de Cadix. Or, les Dampierre, pour être de bonne et ancienne noblesse, ne sont pas une maison souveraine. Il faut écarter de la tradition royale française la théorie, valide dans tel ou tel autre pays, notamment dans le monde germanique, des mariages morganatiques ou, si l'on préfère, inégaux, au terme de laquelle certaines conséquences défavorables affectent le statut d'un successible s'il est issu d'une union avec une femme de condition inférieure. Il n'y eut jamais, jusqu'à la Révolution, d'exclusion de la succession pour le motif de mariage inégal. Certes, objectera-t-on,
les immédiats successibles furent alliés à des épouses issues de maisons souveraines. Mais de nombreux Capétiens de branche cadette, dont il était impossible d'affirmer qu'elles ne seraient jamais appelées à la succession, se marièrent avec des jeunes filles de la simple noblesse. Il ne fut jamais dit que, de ce fait, ils n'étaient plus successibles. Un exemple de poids, le trisaïeul par les hommes de Henri IV, Jean II de Bourbon, comte de Vendôme, s'était uni au milieu du XVe siècle à Isabelle de Beauvau, de bonne maison sans doute, mais non souveraine. Aucune loi fondamentale ne s'est jamais constituée en France qui prohibe le mariage morganatique. Si les plus hautes autorités avaient été persuadées qu'il fallait garantir l'égalité des mariages des successibles, elles se seraient préoccupées d'instaurer à cette fin un mécanisme d'autorisation ainsi qu'il put en exister sous d'autres cieux. Or, seul Louis XIII eut, très provisoirement, une velléité en ce sens en 1634 à rencontre de son frère Gaston. Le fait que Charles VII ait interdit à son turbulent dauphin, le futur Louis XI, qui passa outre, d'épouser Charlotte de Savoie, n'eut aucun effet sur la succession. Si en principe le roi, sous l'Ancien Régime, conduisait lui-même la politique matrimoniale de ses proches, il va de soi qu'il n'y avait pas là une condition de succession puisque le monarque ne procédait pas ainsi pour l'ensemble, innombrable, des successibles de la maison capétienne, puis, au XVIIIe siècle, après disparition des derniers successibles des autres branches, de la maison de Bourbon. Il y a là une profonde logique. La théorie statutaire présidant à la dévolution de la couronne tendait tout entière à éviter les incertitudes dans la désignation du primogenitus. Elle bannissait la volonté, humaine et déchue, des mécanismes de la succession. Dans un climat profondément chrétien, elle s'en remettait à la providence de la coutume. L'autorisation royale au mariage aurait réintroduit la volonté, l'humeur, bref, le désordre. L'introduction de l'idée forcément approximative de mariage inégal, soutenue par la fausse garantie d'une autorisation par le chef de maison, n'aurait pu qu'obscurcir les choses. La coutume, expression du bon sens spontané, ne l'a pas consacrée. Dans sa logique profonde, elle l'a exclue. Ajoutons avec Hervé Pinoteau que le roi ne saurait légiférer sur un sacrement. Un mariage est bon ou mauvais devant le droit canon. Mais le roi très chrétien n'en est pas juge. La loi de catholicité. Nous avons vu comment elle se combinait avec la coutume sans entraver le mécanisme de désignation, implique seulement que le mariage du rex christianissimus et des successibles soit canoniquement valable et que seule une telle union puisse transmettre le jus successionis. Loin qu'il y ait là entrave à la rigueur de la coutume, cette exigence est une condition majeure de son efficacité et du caractère incontestable de la succession. Le jeu des présomptions de la filiation légitime est en effet le plus sûr garant de la certitude en la matière. Grand 9, l'objection orléaniste de la désuétude de la coutume. Peut-on envisager une désuétude du droit royal historique? Certainement. Alors, comme l'a écrit Guy Auger, il n'y aurait plus de dépositaire légitime de la couronne, ni Anjou, ni Orléans. Tout est possible quand la monarchie cesse d'être une tradition. Soit la consuetudo, telle une rivière souterraine, subsiste comme principe de légitimité et le duc d'Anjou est roi de droit sous le nom d'Alphonse II. Observation de VLR, Alphonse II était le roi de France en 1984 au moment où a été écrit ce texte. Il est aussi le père de Louis XX. Soit la coutume est abrogée, et en ce cas, c'est la royauté française qui est morte, non seulement en fait, ce qui est patent, mais aussi en droit. On peut alors inventer toutes les monarchies que l'on veut, on ne parviendra pas à gommer la solution de continuité. Il est impossible d'envisager une modification coutumière du droit royal depuis la Révolution. Aucune exigence de l'esprit moderne, l'exigence nationalitaire par exemple, ne peut être invoquée pour enrichir les lois fondamentales. Car l'esprit moderne, le constitutionnalisme abstrait, le constructivisme jacobin se sont bâtis contre la coutume. Ils l'ont combattue avant de l'oublier. Aucun nouveau trait coutumier, impliquant répétition, constance et conscience d'une pratique affectant le corpus coutumier en vigueur, aucun trait de cette nature ne saurait être observé,
et pour cause, depuis 1830. Les prétendus enrichissements de la coutume ne seraient, en bonne logique, que des violations. Ce qui est au cœur de la coutume royale française, c'est que la qualité d'héritier ne peut jamais se perdre. L'héritier, on l'a dit, a un titre à succéder parce qu'il est héritier nécessaire par la vertu de son droit formé, communiqué dès sa naissance par le sang. La coutume statutaire enchaîne inexorablement les héritiers qu'elle désigne, ceux-ci succédant par un mécanisme automatique que rien ne peut dérégler. La coutume traditionnelle est une belle au bois dormant. On peut la laisser dans son engourdissement. On ne saurait profiter de son long sommeil pour la violenter. Conclusion. Le duc d'Anjou est le successeur légitime. Le duc d'Anjou ne prétend à rien. Il est saisi par les antiques lois fondamentales du royaume. Cela n'est aujourd'hui d'aucun effet pratique, mais les hommes de mémoire et de tradition ne doivent pas ignorer l'état du droit royal historique. Si ce droit est bien peu politique après le siècle des nationalités, l'idée royaliste en général ne l'est guère non plus à l'ère démocratique. Ce devrait être l'occasion d'éviter des manipulations juridiques d'autant plus dérisoires qu'en rompant avec la vérité et en promouvant des demi-principes, elles ne rencontrent pas pour autant le succès. Mes amis, pour construire une société, il faut être plusieurs. La chaîne a donc besoin de vous. 4 choses qui paraissent anodines, mais qui en réalité nous aident énormément. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines sorties. Aimez et commentez la vidéo. Et si le cœur et la raison vous en dit, partagez-la et soyez un média de notre message. La fleur de lys refleurira. Dans les cœurs, elle s'ouvrira. Pour que vivent nos provinces, pays de France, vive Dieu et vive le roi, nos espérances.